On se retrouve aujourd'hui pour tester un petit bijou technologique, le dernier né des RX100, les fameux de chez Sony, c'est le RX100 Mark VI. Albert, tu nous l'as prêté pour qu'on fasse un test sans concession. Doucement quand même, hein. Alors, le décor est un peu sommaire, ça résonne encore beaucoup. On est dans le nouvel atelier Nowtech, les travaux sont loin d'être finis, mais on a interrompu les travaux pour vous faire le test du RX100 qui vient de sortir. Tu l'as reçu jeudi dernier. Donc c'est vraiment... On est à mi-chemin entre l'unboxing et le test complet. On va essayer d'apporter un petit peu notre avis sur ce nouvel objet technologique de chez Sony. Un appareil, alors c'est une grande famille les RX100. Oui. Et ce que tu me disais tout à l'heure, c'est les seuls? C'est les seuls dont toute la gamme est toujours présente en vente actuellement. Tu peux acheter le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Les RX100, si vous ne connaissez pas la famille, je vous conseille d'aller voir. On a fait déjà 2 ou 3 vidéos sur les RX100. J'avais testé le Mark II. Tristan, vous avez testé le Mark V. J'avais fait un comparatif entre le 2 et le 3. Donc les spécificités de ce type d'appareil, c'est ce qu'on appelle des compacts experts. Experts notamment parce qu'ils ont une taille de capteur qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut trouver par exemple sur un smartphone. Ils ont les mêmes capteurs que les caméras Sony de point handycam pour les semi-professionnels. C'est des appareils qui se définissent aussi par leur taille ultra compacte, vraiment des condensés très lourds, hein. C'est toujours très massif les RX100 et avec des très bonnes optiques Zeiss. C'est du Zeiss Sony. C'est du Zeiss Sony. Les initiés comprendront le petit clin d'œil qu'on est en train de faire. Ce qu'on peut dire, et ce dernier ne démérite pas là-dessus, c'est que c'est toujours des prouesses technologiques que font les ingénieurs. C'est vraiment, regardez tout ce que j'arrive à foutre là-dedans. Ouais. Et cette année, on n'est pas en reste. On a, tu parlais des rafales, tu as essayé... Alors le mode rafale existe depuis le Mark V, c'est le même mode, sauf que là ils ont amélioré l'autofocus qui est encore plus réactif sur le mode rafale. Donc on peut faire du 24 images par seconde en rafale avec un autofocus continu. En termes de vidéo, on en reparlera tout à l'heure, mais pareil, ils mettent toutes les dernières technologies Sony, tous les derniers formats, tous les trucs... Dans les formats, ouais, on est limité en XAVC HD 8 bits, ouais. Mais bon, ça, toutes les caméras Sony, que ça soit même le haut du plateau, FS5, FS7, n'ont pas le 10 bits. En termes de codec, on est toujours sur les codecs de Sony Pana, XAVC HD, AVC HD. On peut filmer en 4K limité à 5 minutes. On filme à 1080 jusqu'à 25 minutes d'enregistrement puisqu'ils n'ont pas payé la licence pour être une caméra. En revanche, on va trouver toutes les fonctionnalités des hybrides pro. Les ralentis notamment. En termes de ralenti, on va être à 240, 500 et 1000 images par seconde, en sachant que le 500 et le 1000, on va pas l'exploiter, on va plutôt rester... Ouais, le 1000, on vous montre là un exemple, le 1000 c'est rigolo, mais c'est pas exploitable comme image. 500, là j'ai un autre exemple de 500 avec Olivier qui fait du trampoline. La grosse nouveauté, Albert, de ce modèle par rapport au 5, c'est une nouvelle plage focale, un super zoom qui permet à monter plus de x8 en zoom, ce qui donne en plage focale... L'équivalent d'un 24-200 mm f2.8 4.5. Donc on peut presque faire de l'animalier avec ça, aller shooter la gazelle. On est pas mal en plage focale et surtout la prouesse c'est d'avoir mis dans un tout petit compact comme ça, un 200 mm qui ouvre à 4,5, c'est énorme. Donc effectivement c'est quelque chose qu'on avait pas mal reproché au 5 d'avoir une plage focale un peu courte. Là ils y sont allés, c'est le super zoom, c'est le truc. En vacances tu peux faire du portrait de groupe comme tu peux aller chercher le poil de cul du chameau en haut de la dune au loin. Et l'autofocus est très bon et la stab à 200 mm est très impressionnante. Dans les nouveautés ergonomiques aussi, un nouveau système d'allumage qui en fait on montre ça, qui va permettre effectivement d'un seul geste élégant comme Albert savait faire. T'allumes, t'as ton viseur et pour refermer, ça c'est pas mal. C'est vrai que ça permet en termes d'ergonomie d'être assez rapide. Il s'allume très vite. Ça c'était un des défauts des RX100 dans les premières générations. Ouais, là je l'allume, je compte 1, 2, 3, c'est bon, je peux shooter. Tu me parlais aussi, toi ce qui t'a surpris, c'est les nouveaux profils couleurs. Ça c'est hérité de la nouvelle gamme Alpha 7. C'est ça, en fait cette année Sony a revu complètement sa Color Science. Ils ont sorti une FS5 Mark II où ils n'ont rien changé mis à part la couleur du bouton et la Color Science. Ils ont une nouvelle Color Science sur l'Alpha 7 III et le Mark VI en hérite. C'est pas mal. En termes d'ergonomie toujours, nouvel écran. Alors il est tiltable vers le haut, mais maintenant la nouveauté c'est qu'il est tiltable vers le bas. Donc tu peux faire facilement, clac. Voilà, très bien pour faire des photos de tes pieds. Bah, tu peux faire du food porn comme ça très facilement, mais c'est surtout en fait tu peux le monter. Ouais, pour faire des photos d'objets ou ce genre de trucs, c'est pas mal. Par contre, il est touch cette année. Ça, c'est quelque chose que je regretterais vraiment dans les anciens, mais alors c'est du touch à la Sony. C'est du touch qui te permet simplement de faire le focus.
Voilà. Sur l'écran, tu sélectionnes ta zone de focus. Par contre, tu peux pas te balader dans les menus, faire tes réglages. Les menus Sony sont de toute façon impraticables au doigt. C'est vrai que Sony n'a pas encore compris qu'il y a toute une nouvelle génération qui vient du smartphone et qui n'aime pas régler les choses à la molette avec des petits disques. Surtout que moi, je fais toujours le même reproche, c'est trop petit pour moi. C'est l'appareil photo de Barbie, j'ai les doigts crispés là-dessus, j'aime pas ça. Le nouveau menu Sony, moi qui commence vraiment à le maîtriser, est hyper intuitif. Tu as un menu personnalisable qui te permet en fait en 2 touches d'accéder aux réglages que tu veux. On est sur une ergonomie des appareils pro. On est sur la même ergonomie que sur un Alpha 7. Mais c'est pas user-friendly dans le sens un débutant il va être paumé là-dessus. Le débutant, il risque de passer beaucoup de temps sur les forums. Le problème des menus Sony, c'est qu'ils sont très complets et la notice n'explique strictement rien. Démerdez-vous. Parlons quand même, Albert, des trucs en moins et des trucs un peu incompréhensibles dans les choix technologiques que Sony a fait pour cet appareil. Déjà, le gros manque, et on l'a tout de suite vu, en tout cas les vidéastes sont tout de suite vues, ils ont viré les filtres ND intégrés. Ça, c'était un énorme progrès, notamment pour la vidéo. Dans le Mark 5, je crois qu'ils ont mis les filtres ND à partir du Mark 5, je sais plus. Non, ils l'ont mis sur le Mark 4 aussi, je crois. Également, un autre compromis pour cette grande plage focale, c'est que du coup, l'objectif est moins lumineux, en grand angle. On est à du 2.8 au lieu de 1.8 pour la version 5. Et alors dans les trucs, mais super relou quand même, la prise, elle est pas USB-C, on est sur du micro USB à l'ancienne. Et c'est ça le pire à mon avis, c'est qu'on n'est pas USB 3, on est USB 2 avec les vitesses de transfert de l'USB 2. Alors ce truc filme de la 4K, fait des trucs en RAW, machin, mais vous allez passer 3 plombes à faire transiter les trucs. Surtout que la carte SD n'accepte pas les cartes SD rapides. Pareil Albert, on a unboxé ensemble, frustration. Pas de chargeur, pas de double batterie, pas de petite housse, même pas le grip, ils le vendent en plus. Un truc que tu as payé 1200 € quoi. Il n'y a même pas un porte-clés Sony dedans quoi. Ils auraient pu. Dans les petits trucs radins aussi, on n'a plus le time-lapse, tu peux plus mettre les applications qu'on pouvait mettre avant. Ça fait partie de la nouvelle ergonomie des menus Sony. Ils ont viré tout ce qui était applications &Co. Bon, quoi qu'il arrive, les applications... Elles étaient nulles. Mais là, du coup, tu peux pas faire de time-lapse. Tu ne peux pas faire de time-lapse. Normalement, tu aurais pu en faire à travers le Slow and Quick, mais sur ce Slow and Quick, ils t'ont pas mis le time-lapse. Albert, on va sortir un petit peu de la fiche de spec parce que c'est chiant et de toute façon, on vous a affiché un certain nombre d'infos. Exactement. C'est une expérience utilisateur et toi, tu es parti un week-end, tu es allé faire des vidéos avec Olivier Schmitt. Vous tourniez pas sur le RX100, mais tu en as profité pour faire du vlog. Sony nous dit que c'est la caméra idéale pour vlogueurs. Qu'est-ce que t'en penses? Ce n'est pas la caméra idéale pour vlogueur, je suis désolé Sony. Il n'y a pas de prise micro. Ça, c'est un gros manque quand même. C'est du délire. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans les trucs qui manquaient, mais c'est presque pire que des filtres ND. Moi, je n'ai pas acheté le Mark 5 pour 2 raisons. Le zoom qui était à mon sens pas suffisant, j'ai préféré vlogger avec une RX0 et la prise micro qui manquait. Et je me suis toujours dit, ils vont foutre une prise micro dans leur Mark 6. C'est obligé. Mais non. Et ils l'ont foutu dans la RX0, c'est ça que je comprends pas. Et les rendus de ce que tu as ramené alors, tu as regardé un petit peu, tu as déroché un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Tu as tous les profils picture qui sont présents dans la gamme premium des Alpha et des caméras Sony professionnelles. Ça te donne une dynamique de fou. J'ai testé le HLG que je connaissais moins bien et j'ai été très impressionné par les... Le HLG, avant de perdre tout le monde, c'est le HDR, enfin c'est pour faire du HDR. Donc des plages dynamiques étendues pour pas avoir des ciels brûlés et des montagnes toutes noires. Ouais, donc il y a beaucoup d'informations. Donc ça c'est très bon. Ouais. Et du coup, parce que tu as vlogué quand même avec, le micro interne, qu'est-ce que ça a donné? C'est top si tu es juste au-dessus de la caméra, que tu parles et qu'il n'y a pas de vent, c'est bien. Hein. En gros, il faut se construire un cône en mousse et parler, voilà. Ouais. Tout va bien. Le mec qui s'incruste dans tous les plans de ton vlog, c'est moi. Bonjour le vlog, bonsoir. Il y a un bon travail de fait sur l'optique. L'optique est vraiment impressionnante à 2.8 et à 4.5, même en pleine ouverture, on est quand même sur des choses sympathiques. Un petit point noir sur la montée en ISO qui est un peu dégueulasse. Ah ouais? Ouais, elle est pas, c'est pas ouf quoi. Et t'as pu faire quelques plans de nuit pour tester justement? Ouais, on a des plans de nuit sur différents profils pour que vous puissiez voir la montée en ISO. Autofocus? Hyper impressionnant l'autofocus, très réactif, limite un poil trop rapide si t'as envie de faire des effets un peu de ralenti, de fois, c'est personnalisable, tu peux le régler. En revanche, très décevant l'autofocus, c'est marrant hein, parce qu'il peut vraiment te bluffer d'un côté et vraiment te décevoir de l'autre, puisque quand tu zoomes, il n'arrive pas à garder le point, il te fait un effet de pompage. Deuxième chose, le visage, la détection de visage n'est pas optimum. Il va me coller le visage et j'ai l'impression qu'il a une GH5 aiguë. Il va me coller le cadre sur le visage en me disant oh t'inquiète, j'ai détecté le visage, tout va bien mon gars, il n'y a pas de problème. Et tu vas regarder. Et il focus pas. Et tu dis what the
Albert, bien sûr, sa spécialité, c'est la vidéo. On n'a pas trop parlé de la partie photo. T'en as fait quelques-unes. Moi, j'en ai fait aussi quelques-unes des photos. Bien sûr, il n'est pas ultra lumineux, etc. Mais la qualité des photos, elle est quand même bluffante pour cette taille d'appareil. Elle est super bluffante. Et puis quand tu tapes à 200, là, tu as vraiment du bokeh. Toi qui voulais parler de bokeh derrière tout à l'heure, le bokeh, tu l'as quand tu es sur Oui, c'est pas qu'une question d'ouverture. Hein. Longueur focale, ça compte si ce n'est plus que ton ouverture. À 24 mm, entre une ouverture à 1.8 et 2.8, tu vois pas la différence. Bah, oui, tu auras un peu plus de bokeh, mais il sera toujours aussi... Ouais, alors que de pouvoir zoomer à 200 et de faire des portraits à 200, t'es loin de ton sujet, mais alors ça compresse bien le fond. Hein. En quelques mots, ton expérience d'un week-end, hein, c'est pas le test complet, on le répète. T'es content de ton achat? C'est comme mon nouveau Mac, tu vois Jérôme. À chaque fois que je le sors, je me dis putain, pourquoi ils ont pas mis... une carte SD, un lecteur de carte SD. Et à chaque fois que je le sors, je me dis putain, pourquoi ils ont pas mis le ND et la prise micro. Si tu veux, je suis possesseur de RX0, j'ai vlogué pas mal avec les RX0, là je vais commencer à vloguer là-dessus. J'ai pas encore regardé le son, mais j'étais content avec les RX0, avec ce petit micro. Et comme j'avais les deux aujourd'hui hier en vlog, pendant tout le week-end, à chaque fois je débattais entre qu'est-ce que je prends, la RX0 ou le Mark 6, la RX0 ou le Mark 6. Et je savais pas en fait. Ça m'a pas fait lâcher ma RX0 et en même temps je sais que je partirais plus sans elle. On est d'accord Albert pour dire que finalement, exactement comme ça c'est un super couteau suisse. Exactement. Couteau suisse de luxe, de gros luxe, 1200 € quand même. C'est le prix d'un bon appareil dans la photo. À 1200, tu peux avoir un boîtier sympa avec une optique sympa. Ouais. Sans plus, mais sympa quand même. Pour qui c'est fait? Est-ce que c'est l'appareil photo de rêve pour un voyageur, à ton avis? On se disait qu'il n'était pas tropicalisé, donc c'était un petit peu embêtant dans le cas où tu as envie de faire un safari en pleine jungle. Tu vois cet écran là, machin, moi j'ai toujours trouvé les RX100 des objets un petit peu délicats. J'ai toujours peur de tordre ces trucs là. Moi je suis un peu brutal avec mes appareils, toi aussi. Moi aussi je suis un peu brutal. J'ai un peu peur toujours de les péter, c'est des petits bijoux, c'est un peu précieux pour de la photo de vacances. Et alors nous qui avons utilisé au Vietnam un RX100 Mark III, honnêtement, hein, moi pour avoir fait des photos avec, on galère beaucoup avec les petits menus, enfin c'est une ergonomie un peu petite quoi. Là ça s'est grandement amélioré. Peut-être pour un voyageur, on va dire pro. Bah, tu lui mets tout de suite une pochette en cuir, là je lui ai mis une protection derrière d'écran. On ne conseillerait pas à quelqu'un qui fait du tourisme occasionnel, c'est pas un appareil de touriste. C'est pas un appareil de touriste, c'est pas un appareil pour amateurs, clairement, c'est pas un appareil pour semi-professionnel, c'est un appareil qui s'adresse à des gens qui sont soit dans la voie de devenir des vrais professionnels et qui connaissent déjà l'ergonomie Sony. Et moi, c'est ça que je trouve un peu bizarre dans les choix technologiques de Sony. De mettre comme ça du 200 mm, c'est aussi souvent pour séduire le public bridge qui aime ces très longs zooms avec petits capteurs. C'est le public friand de ce genre de truc. Pareil, au niveau vidéaste, est-ce que toi, tu le recommanderais pour un vidéaste ou un vlogueur? Pour un vlogueur, c'est beaucoup trop cher. D'une manière générale, pour un vidéaste, ce n'est absolument pas une caméra A. Hein. Les youtubeurs qui se disent « Ah, je vais acheter ça pour faire mes vidéos », sans prise micro, mais laissez tomber les gars. Quoi. Ça peut peut-être être intéressant pour des réalisateurs, pour du repérage. C'est du repérage quoi. Pour faire du repérage, c'est une bête de caméra. Tu découvres un endroit, t'es réalisateur, t'as envie d'aller faire un shoot photo quelque part, t'as une vraie plage dynamique avec le capteur et les profils picture de Sony et t'as une vraie longueur focale et tu peux vraiment tester tout un tas de plans. Tu vas pouvoir en post-prod te faire plaisir avec. Pour ceux qui sont pas des pros, ça peut être tentant de s'acheter ça pour voilà, un petit peu frimer quand même avec. C'est pour épater le chaland, tu lui dis « Ah regarde, moi je peux zoomer jusqu'à là-bas avec ce tout petit appareil, tu peux pas faire ça avec ton smartphone. » Oui, non mais si t'as 1200 € à dépenser et que tu sais vraiment pas quoi faire un matin en te réveillant, t'as le choix entre la dernière machine à café ou ça. Si vous avez 1200 € dont vous savez pas quoi faire, contactez-moi. J'ai une solution pour vous. Tipeee. On parlait des vidéastes. Est-ce que tu leur conseillerais pas le modèle d'avant, la 5? Parce qu'il y a le filtre ND dedans. Ouais, mais je leur conseillerais même la 3 en fait. Pour les amateurs, je leur conseillerais même le G7X de Canon, le G7X Mark II que j'ai, qui est indestructible. Albert, on va quand même terminer en apportant une réponse à la question qu'on a posée en début d'émission. Et vous aussi, on vous demande d'y répondre dans les commentaires. On est d'accord pour dire que c'est un bijou. On n'est pas forcément convaincu pour qui ça s'adresse, mais surtout, est-ce que c'est pas un peu cher? Les premiers RX100 étaient à 800 €, là on est à 1200 €. Moi honnêtement, je conseille pas l'achat. Un petit peu quoi. C'est un petit peu cher. Non, mais on n'est pas en fait, on n'est même plus en fait dans le conseil de est-ce que je vous le conseille ou pas, c'est si tu peux te l'offrir
et que t'en as envie, fonce. En revanche, si tu économises dans l'espoir de t'acheter ça, dans l'espoir de t'améliorer en photo, ne le fais pas. Ne le fais surtout pas, quoi. En tout cas, moi je propose un petit challenge à Albert, parce que Albert, tu n'as pas prévu de louer cette caméra chez SOS Ciné, mais si c'est la tienne, voilà, ça sera écrit Albert. Ouais. Par contre, si dans les commentaires vous êtes beaucoup à vouloir tester la RX100 Mark 6, voire même la Mark 5, mettez-le dans les commentaires, dites ouais j'ai envie de la louer chez SOS Ciné pour des futures vacances et tout, et on arrivera peut-être à faire fléchir Albert pour que tu en rentres au moins une chez SOS Ciné pour qu'on puisse la louer à ceux qui veulent. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'utiliser le code promotionnel à moins 10%. Moins 5, Jean, moins 5. J'ai essayé, hein. SOS Shoot chez SOS Ciné, et comme ça vous venez de notre part. Albert, toujours des bons conseils à vous donner aussi pour de la location de matériel. N'hésitez pas à passer chez eux, et si vous voulez nous récompenser de cette petite vidéo que vous l'avez trouvée sympathique, nous déjà on vous remercie d'avoir pris du temps pour la regarder, et pour nous remercier nous, les pouces, les petits Tipeee, et d'ici là, shootez bien. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti, Albert. Ton petit machin. Reste tranquille, je te dis. Va-t'en, laisse passer des trucs physiquement là, dans ton intégrité physique, il risque d'être compromis de grave. J'ai failli faire tomber mon micro. Et si on le passe à la paille d'acier, à la laine d'acier, qu'est-ce que ça fait? Je vais foutre une bombe dans ton bureau. Aujourd'hui, dans Tuto Taré, on va vous apprendre à faire un filtre ND pour le RX100. Caméra 1200 €. Alors, vous prenez de la laine d'acier, vous frottez. Et en bonus, vous n'avez pas de prise micro, c'est facile.